Christophe Robin, bonsoir. Bonsoir, Eric. Alors, bonsoir, merci à vous d'être là. Vous êtes à votre domicile, vous êtes au travail, où êtes-vous? Avec certes une très belle luminosité derrière qui me fait penser qu'il fait beau, en tout cas du côté de la côte basque. Il fait très beau du côté de la côte basque. Je suis dans mon cabinet actuellement, dans le bureau où je consulte, qui est juste derrière ma maison. Donc, c'est comme si j'étais à la maison, quasiment. Je vais vous poser une question toute bête, Christophe Robin, pour démarrer. Un nutritionniste, c'est quoi? Et quand je dis c'est quoi, c'est au-delà de ça. Que faut-il pour exercer cette profession de nutritionniste comme étude, comme formation? Alors, moi, je suis médecin nutritionniste. Donc, j'ai d'abord fait des études De médecine, hein, médicales, ça tout de à fait. médecine. Là, je suis passé par médecine. Et en exerçant la médecine, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça qui importait. Et du coup, j'ai approfondi les choses avec la nutrition. Donc, j'ai fait des études de nutrition et j'ai fait d'autres diplômes également complémentaires, puisque j'exerce en chirurgie de l'obésité. Enfin, j'assure le suivi de patients qui sont opérés maintenant de leur obésité. Alors, pour avoir le qualificatif de nutritionniste, c'est soit on passe donc par médecin nutritionniste, soit maintenant certaines diététiciens ou diététiciennes peuvent se perfectionner et faire un diplôme de nutrition pour avoir un petit peu plus de bagages dans leur exercice. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux grandes priorités dans sa période de confinement où les habitudes alimentaires ont considérablement changé, ne serait-ce que déjà parce que le type de repas est à prendre bien chez soi principalement, alors que la cuisine hors domicile a une place extrêmement importante et se développe de plus en plus. D'ailleurs, dans nos façons de nous alimenter, il y a deux questions de base. On parlera tout à l'heure des bons aliments pour lutter contre le virus, parce qu'on entend beaucoup de choses, donc on en parlera dans quelques instants, mais évidemment, la question de base, c'est comment éviter de prendre du poids. Alors, quand je dis prendre du poids, d'ailleurs, je pourrais étendre la question de comment éviter, en tout cas sur notre poids, de mauvaises conséquences de cette période de confinement. Parce qu'on pourrait aussi parler de la perte extrême de poids, à l'inverse. Bien sûr. Alors, la question qui se pose et que tout le monde se pose en ce moment, c'est comment éviter de prendre du poids pendant cette période où on bouge moins, où on est chez soi et où on a une activité, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit également même sportive, puisqu'on est limité en durée pour faire cet exercice à l'extérieur de son domicile. On va être obligé de réduire les entrées. Si on a des sorties qui sont moins importantes, Oui. la logique, c'est de diminuer les entrées. Et l'ensemble de nos entrées, elle est représentée par les calories. Les calories, ce sont elles qui vont être donc à diminuer drastiquement pour éviter de prendre du poids. Alors, la logique, on entend bien, il y a moins de sorties, donc moins d'entrées. Cela dit, toutes les calories n'ont pas les mêmes conséquences en matière d'entrée. Alors moi, je me souviens, comme beaucoup des sortes de calories, cela dit, on a beaucoup d'idées reçues, et c'était bien, je voulais qu'on revienne ensemble sur finalement le type de calories et les conséquences de chacune de ces calories, et ensuite on se dira, mais où est-ce qu'on trouve chacune de ces calories? Si on commence par les premières d'entre elles, les protéines, les fameuses protéines. Oui, donc il y a trois nutriments et toutes les calories proviennent de trois nutriments. Le premier, ce sont les protéines. Donc les protéines, ce sont les briques de notre organisme. Ce sont vraiment les aliments que l'on a besoin de manger tous les jours. Les briques de l'organisme, pourquoi? C'est comme le mur d'une maison. Pour fabriquer le mur d'une maison, on a besoin de briques. Pour fabriquer toutes les cellules de notre corps qui meurent chaque jour, de tous les tissus de notre organisme, que ce soit les os, les muscles, la peau, le cœur, le poumon, ce sont les protéines qui vont rentrer en ligne de compte. Et ces protéines vont également rentrer, comme on l'évoque en cette période, dans les défenses immunitaires, puisque nos défenses immunitaires sont des immunoglobulines. Et les immunoglobulines, c'est une variété de protéines. Donc, s'il y a un aliment que l'on doit garder dans notre alimentation et à plusieurs repas par jour, en le fractionnant même pour en avoir à tous les repas, ce sont les protéines qui vont en plus avoir ce côté rassasiant et ce côté amenant la satiété. Ne pas confondre rassasiement et satiété. On est rassasié quand on n'a plus faim à la fin de son repas et on est à satiété si on n'a plus faim jusqu'au repas suivant. C'est important pour tous les âges de la vie, ces protéines, elles sont importantes pour tous les âges de la vie? Alors bien sûr, pour tous les âges de la vie, chez les enfants et les ados parce qu'ils sont en croissance, et donc si on construit leur tissu, il y a besoin de suffisamment et même de
un petit peu plus de protéines. L'adulte d'âge, on va dire, jusqu'à 60-65 ans, a besoin des protéines à un niveau suffisant pour renouveler ses tissus donc, et ses cellules qui meurent chaque jour, comme je le disais. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que si on ne mange pas assez de protéines, elles ne vont pas jouer dans notre corps le rôle de protéines. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas servir à la construction, à la reconstruction de ce qui meurt, mais elles vont plutôt être détournées de ce rôle-là pour être utilisées comme des glucides, comme des sucres, et donc favoriser la prise de poids, au lieu d'empêcher d'en prendre, voire d'en perdre. Oui, parce que Et c'est ça, au-delà de c'est un ça, nutriment, c'est le nutriment, docteur, qui fait le moins grossir. On peut dire ça comme ça pour les protéines? on peut dire ça comme ça si on choisit des bonnes protéines, c'est-à-dire plutôt de la viande blanche, des poissons maigres, des œufs, et non pas de la côte de bœuf, du mouton systématiquement. Et effectivement, pourquoi elles font le moins grossir? Parce que, comme je viens de le dire, elles sont utilisées pour des fonctions de l'organisme, et en même temps, leur digestion fait brûler pas mal d'énergie au corps. C'est-à-dire que leur digestion a un coût énergétique, donc du coup, la balance pour les protéines, elle va être plutôt intéressante. Je reprends votre Donc, expression parce que... Oui, allez-y, docteur. Ouais, je terminais parce que j'étais parti sur les différents âges et je m'étais arrêté à 65 C'est ans. vrai. Chez les plus de 65 ans, où justement on a par nature une fonte musculaire liée à l'âge, que ce soit par les femmes par la ménopause ou chez les hommes par l'andropause, et puis par une activité physique qui est un petit peu moins importante, et bien les protéines, elles ont justement un rôle aussi à cet âge-là pour aider à maintenir cette masse musculaire et cette masse osseuse. Je reprends votre expression tout à l'heure, si les protéines sont les briques d'une maison, constituent les briques entre guillemets de la maison, qu'est-ce qu'il y a pour lier ces briques? Parce que les briques, ça ne tient, sans refaire la fable des 3 petits cochons, que s'il y a un liant. C'est quoi le liant? Alors, le liant, ce sont les lipides. La deuxième catégorie des nutriments, donc les lipides, les graisses, si on emploie un mot simple. Et donc, parmi les lipides, il y a les bons, là aussi, et il y a les plus mauvais lipides. Donc, on va favoriser dans cette période ceux qui sont là aussi nécessaires à l'organisme, donc plutôt les huiles qui contiennent les acides gras essentiels. Donc, on va utiliser l'huile de colza, on va utiliser l'huile de cameline, qui est une fleur, on va utiliser l'huile de lin, l'huile de noix, pour ces assaisonnements, parce que ces huiles n'apportent ces acides gras que si elles sont consommées crues. Pour la cuisson, on va utiliser l'huile d'olive qui monte en température sans problème. Et puis, l'autre source d'oméga 3, autre lipide essentiel, c'est dans les poissons qu'on va le trouver. Donc, tous les types de poissons, là, y compris quand même les poissons gras, comme la sardine, par exemple, le maquereau, même en conserve. Même en conserve, même la conserve de sardines, etc., ça contient, c'est bon. Oui, absolument. Les oméga 3 sont conservés et voilà, si vous consommez une sardine par jour, vous avez 100% de l'apport de vos oméga 3 d'une journée. D'accord. Et alors, il y a aussi quand même les mauvaises graisses. Je pense aux fritures, je pense à la charcuterie. Là, vous avez un amateur de charcuterie face à vous, du moins par écran interposé, les viennoiseries, il y a tous les dérivés du lait, là, le beurre, etc. On dit que ce sont les mauvaises graisses, c'est ça, il faut être honnête là-dessus. C'est celles qu'il faut limiter. C'est cela qu'on va limiter. Alors bien sûr, elles ne sont pas interdites. Par habitude, je dis toujours à mes patients qu'il n'y a pas d'interdit en nutrition. Tout dépend des objectifs que l'on se fixe. Et là, on se fixe d'un objectif de ne pas prendre de poids. Donc effectivement, les graisses saturées, les acides gras saturés, les mauvaises graisses, ce sont elles qu'on va limiter. D'ailleurs, c'est facile de se rappeler, si ce sont des acides gras saturés, ça veut dire qu'ils saturent l'organisme, ils saturent les artères. Ce sont eux qui vont être dangereux pour les maladies cardiovasculaires. Et puis, on a les fameuses glucides qui, elles, apportent l'énergie, c'est ça? Voilà, donc les glucides apportent vraiment l'énergie à proprement parler le PEPS, au corps. le fameux PEPS, voilà, tout à fait, oui. Et bien sûr, ce qui ne va pas être dépensé va être stocké. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, les glucides, la famille des sucres, on a des sucres plus ou moins rapides. Donc, les sucres très rapides sont ceux qui vont aller très rapidement dans le sang. Donc, c'est bien sûr ce qui est sucré au goût, mais c'est également ce qui est raffiné, ce qui va être transformé industriellement. Je pense par exemple au pain blanc, je pense, tout à l'heure vous avez évoqué au début de l'entretien le fast-food, le pain des hamburgers, par exemple, tous ces pains de mie, etc., qui sont faits industriellement et qui sont transformés et qui sont à base de farine blanche vont
très facilement élever le taux de sucre dans le sang quand on en consomme. Et c'est cette élévation du taux de sucre dans le sang qui fait réagir une hormone dans notre corps qui s'appelle l'insuline, qui, elle, est censée nous préserver du diabète en rétablissant un taux de sucre à peu près constant dans le sang. Et cette insuline, c'est également elle qui fait stocker la masse graisseuse. Donc plus on va la solliciter, plus on va stocker de masse graisseuse et grossir. Le fait qu'on se rue sur les pâtes, par exemple, en ce moment, on dit qu'on n'a jamais autant mangé de pâtes, de riz de façon générale. C'est plutôt une bonne chose pour vous, docteur? Alors, tout dépend qu'est-ce qu'on Tout dépend de la rivalise. quantité, et tout, ouais, voilà, j'imagine. Non, 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 ça dépend le type. Si malheureusement on se rue sur les pâtes à cuisson rapide, cuisson de 3 minutes, 5 minutes, donc des aliments extrêmement transformés qui là sont même pires que le sucre quand on fait des tests en Ah oui, laboratoire. ah oui, d'accord. Mais oui, ouais, quand vous faites un test en laboratoire, que vous faites manger à quelqu'un des pâtes à cuisson rapide ou que vous lui faites manger de la baguette, de pain blanc, et qu'après vous lui faites manger l'équivalent en sucre de ces aliments sous forme de morceaux de sucre et que vous Ouais. suivez son taux de sucre dans le sang, vous allez voir, on voit en fait en laboratoire que la personne qui a mangé la quantité de morceaux de sucre va avoir moins de sucre dans le sang que quand elle a mangé l'équivalent en pâte à cuisson rapide, Ouais. en riz blanc, en pain blanc, etc. Vous êtes en Donc, train, vous êtes en train de me catastropher toute ma soirée. Mais enfin, allez-y, continuons, parce que ça va être intéressant de voir finalement ce qu'il faudrait normalement dans une assiette chaque jour, là, dans cette période de confinement. alors, chaque jour dans son assiette, on va amener des protéines, donc en Ouais. choisissant, comme on vient de le dire, les moins caloriques, donc plutôt des viandes blanches, des poissons blancs, éventuellement des œufs, pourquoi pas en limitant le jaune et en enrichissant ces omelettes de blanc pour avoir un peu plus de protéines et moins de mauvais gras, puisque le Ouais. jaune de l'œuf fait partie des mauvais lipides. On va mettre des légumes, parce que des légumes, on en a besoin à chaque repas, et les légumes font partie des glucides. Les légumes, c'est comme les fruits, ils sont constitués de fructose, qui est le sucre des fruits et des légumes, de fibres, de vitamines et de minéraux. Quand on mange des légumes et des fruits, si on les mange crus, on mange l'ensemble de ces constituants. Et le rôle des fibres, ça va être de freiner le passage du fructose, donc du sucre dans le sang, et donc de moins élever le taux de sucre dans le sang à la fin du repas, et donc il y aura moins d'insuline fabriquée et on va moins stocker. Donc des crudités si possible à chaque repas, plutôt Ouais. sous forme de légumes en ce moment. Si on suit l'adage C'est des vrai. 5 légumes par jour, on va plutôt être sur 5 légumes et 0 fruits ou 4 légumes et un fruit, plutôt que davantage de fruits, puisqu'il y a bien sûr, on le sait par rapport au goût qu'ils ont, plus de fructose dans le fruit que dans les légumes. Et puis, on va mettre des bons corps gras. Donc, on va mettre au moins 2 portions de gras par jour à chaque repas, plutôt cru, des huiles, donc, comme on disait tout à l'heure, de colza et de cameline. Alors, une cuillère à soupe d'huile de colza par repas, additionnée d'une cuillère à café de cameline. Et puis, on va amener, pourquoi pas, si pour les gens qui n'aiment pas manger de l'huile ou qui n'aiment pas les crudités, on va manger des amandes, des noix, des noisettes, des oléagineux qui font partie aussi qui apportent des bons acides gras. Alors, dans tous ces points, on a des questions qui arrivent au fur et à mesure parmi celles et ceux qui nous suivent en direct, parce que certains le font, pour beaucoup le font en replay, mais certains le font en direct. On me demande de vous poser la question concernant les jus détox. Les jus détox et tout ce qui est autour du détox, qui fait aujourd'hui, qui est en pleine explosion. Vous classez ça comment? Dans les bonnes choses, les moins bonnes choses, ça, quels apports? Alors, quand on a tendance, quand on fait un jus détox, donc on sépare les éléments qui assurent la détox des Ouais, fibres. C'est-à-dire que quand vous broyez un aliment, que ce soit un jus de légumes ou un jus de fruits, vous allez séparer donc déjà le sucre des fibres et également les minéraux. Donc dans le jus, vous allez avoir les vitamines, les ouais. minéraux et le fructose. Mais comme il n'y a pas les fibres, ça va élever beaucoup plus vite votre taux de sucre dans le sang, d'où une réponse d'insuline importante et une prise de poids. Donc pour les gens qui ont facilement tendance à prendre du poids ou pour les gens qui ont du diabète par exemple, on va plutôt limiter tout ce qui est transformé, donc pas de jus, mais plutôt le fruit en entier. Merci pour Ou le cette légume. réponse. Merci pour cette réponse parce que c'est un peu enlever quelques idées reçues. Il y a d'ailleurs des distinctions qui sont des fois compliquées parce que tout comme là vous venez de bien parler de ce qu'il fallait choisir dans les aliments, c'est pas facile parfois de voir la bonne les calories qui vont bien, les nutriments qui vont bien, plutôt les calories qui vont bien. Comment aujourd'hui avoir une juste information?
Dans les calories, vous avez des calories pleines et des calories vides. Les aliments qui apportent des calories pleines, ça va être les aliments vrais, les aliments bruts, c'est-à-dire les légumes tels quels, la viande non transformée, les fruits enfin, en intégralité. Les calories vides, c'est-à-dire qui n'amènent aucune densité nutritionnelle, vont être les aliments industriels et les aliments très transformés. Et plus un aliment est transporté, plus il va amener de calories qui vont aller vite dans le sang et qui vont provoquer une prise de poids parce qu'elles ne servent à rien dans l'organisme, alors que quand vous prenez des aliments frais, et qui plus est de proximité et en respectant les saisons, là vous allez avoir beaucoup de vitamines, de minéraux, vous allez bien nourrir votre corps et votre corps va utiliser tout ce qu'il y a dans ces aliments pour diverses réactions défense immunitaire, hormonale, digestive. Donc voilà, donc il ne faut pas confondre la densité nutritionnelle et la densité calorique. Bien sûr, le choix doit se porter vers les aliments à forte densité nutritionnelle. Docteur, une autre question qui arrive. Avec le confinement, mes rythmes de repas changent, mais que vaut-il mieux faire? Un seul gros repas par jour ou beaucoup de petits repas, très peu espacés? Alors, très peu espacé, non, déjà. Alors, plusieurs repas, oui, mais avec au moins 4 heures d'écart entre les repas. Pourquoi pas trop rapproché? Parce qu'en fait, vous maintenez le système digestif en alerte et il ne se repose jamais. Et ça, on sait que ce n'est pas très bon pour l'organisme. Par contre, d'avoir un écart d'environ 4 heures entre les repas, ça, c'est tout à fait recommandé. Par contre, on ne va pas rajouter des choses, c'est-à-dire qu'on va fractionner, bien sûr, son alimentation, puisqu'on a dit que la base, c'était la réduction des calories. Donc, si je rajoute sans arrêt des choses entre les repas, j'augmente, bien sûr, mes calories. Par exemple, donc, le matin, mon petit déjeuner, si je me lève tôt, et que je mange à 6 heures, par exemple, et que je mange à 13 heures, il y a 7 heures d'écart. Je peux partager mon petit déjeuner en deux, en prendre une partie à 6 heures, l'autre partie vers 9-10 heures, et ensuite, à 13 heures, faire mon repas. Et pareil à mon repas, si j'ai l'habitude de manger, par exemple, en dessert, un laitage, un fromage blanc ou comme ça, je peux décaler ce laitage à 16-17 heures pour en faire une collation. Je ne rajoute rien. On ne rajoute pas, voilà, c'est ça en fait. Voilà. Bien sûr. Mais merci déjà pour ces précisions, ce qui montre qu'on se pose toujours beaucoup de questions en matière d'aliments, surtout qu'on peut lire tout et n'importe quoi. Et en matière justement, on lit tout et n'importe quoi, on peut lire tout et n'importe quoi concernant les aliments, les micronutriments, dans la façon dont ils aident ou pas à combattre, à prévenir l'organisme, à combattre l'inflammation. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui sur les 2-3 idées forces qu'il faut avoir concernant finalement le lien entre l'alimentation, les nutriments et puis la lutte, la bonne santé entre guillemets? Alors, ce qui va favoriser favoriser l'inflammation dans le corps, là encore une fois on y revient, ce sont les aliments qui sont très transformés. Donc quand on a une alimentation avec des produits frais, on a déjà tendance à naturellement ne pas faire d'inflammation. Et parmi les glucides, si on utilise des glucides à index glycémique bas, c'est-à-dire qui élèvent peu le taux de sucre dans le sang, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, plutôt des farines complètes, du riz complet. Le riz complet par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, voilà. Les légumes. Voilà. Les légumes, c'est ça? Et parmi les féculents, ce que l'on appelle les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les fèves, les pois cassés, etc. Là, on va avoir des aliments qui peuvent provoquer d'inflammation. Ensuite, pour combattre les infections qui peuvent arriver dans notre corps, comme en ce moment cette épidémie donc, de coronavirus, on va essayer de favoriser naturellement les probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont des organismes qui, dans notre corps, vont provoquer une amélioration des défenses immunitaires, si vous voulez. Et donc là, on va naturellement, par l'alimentation, avoir ces probiotiques par les aliments qui sont fermentés. Ça veut dire la légende autour, parce qu'il y a toujours eu des légendes autour de certains fromages, notamment bien connus pour la façon dont ils ont évolué dans le temps, on va dire ça comme ça, bien fermentés. Il y a un fond de vérité dans tout ça finalement. Oui, absolument. Absolument. Alors, les yaourts et les fromages mon grand-oncle qui va faire 100 ans dans pas longtemps et qui dit toujours qu'il n'a jamais pris un seul médicament et qui dit toujours que c'est parce qu'il, par contre, il a pris du Roquefort, quelle que soit la marque, à chaque repas depuis des années de sa vie et que c'est ça qui le permet de lutter, il n'a pas tort quand il dit ça finalement. Il n'a pas tort. Formidable, ça, c'est formidable. Et alors, je donne quelques éléments comme ça, vous me dites légende ou vérité. L'ail, l'oignon, légende ou vérité? Non, vérité.
vérité. Vérité. Le thé. Le thé vert surtout, oui, Ouais. effectivement, peut avoir tendance à favoriser l'immunité. Et alors, la choucroute, c'est-à-dire le chou, hein, la choucroute. Voilà, le chou de choucroute, voilà. Donc ça fait partie Oui, le des chou est vrai, la choucroute complète, c'est peut-être un peu moins vrai, quoi, c'est ça. la choucroute, ça dépend avec quoi qu'est-ce que vous mangez avec le chou. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que le chou fermenté de la choucroute fait partie des aliments à essayer de manger au moins une fois par semaine en période hivernale, parce que ça favorise les bonnes bactéries de notre tube digestif. Oui, oui, absolument. Les yaourts, évidemment, les fromages frais enrichis, etc., etc. Tout ça, on peut se dire, c'est dans la même famille, s'ils sont fermentés. Oui, ou enrichis en ferment lactique, hein, effectivement. Alors, s'ils sont faits maison, on peut trouver en pharmacie des préparations justement pour faire ses propres yaourts à la maison enrichis en ferment lactique. C'est très intéressant, effectivement, en ces périodes hivernales. Oui. Et tout ce qui est compléments alimentaires, vous le voyez comment, là, tous ceux qui sont des compléments alimentaires, avec notamment les vitamines, la vitamine C en particulier, mais ça pourrait être aussi la vitamine D d'ailleurs dans ma question. Alors, la vitamine D, ça va être la qui est importante, mais 80% de notre vitamine D, c'est la peau qui la fabrique quand on s'expose au soleil. Donc, en ce moment où on a du confinement et où on a quand même eu du beau temps, je crois qu'il est très important de se mettre dans son jardin ou de sortir à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas de jardin avec des manches courtes, avec un short, pour exposer sa peau au rayonnement du soleil pendant au moins 30 minutes et commencer à faire sa vitamine D naturelle. La vitamine C, si on mange des légumes frais, des fruits frais, on va l'avoir dans notre alimentation puisqu'elle est essentiellement dans ces aliments-là. Et pour terminer, est-ce que vous diriez d'une façon générale, docteur, au travers de ce que vous observez, qu'on est chez nous en France aujourd'hui parfois souvent très ignorant finalement sur les liens de cause à effet, des rapports que l'on a avec notre alimentation, voire même des fois on est totalement schizophrénique dans notre façon d'acheter, de consommer, et que peut-être cette période me permet d'y réfléchir de façon plus posée, peut-être que le rythme habituel de nos vies quotidiennes. Oui, et comme vous l'avez dit au début, on est à la maison, ça a changé dans la préparation et dans la prise des repas. Donc, comme on est à la maison, on est censé avoir du temps et justement, pourquoi pas en profiter pour apprendre à cuisiner, pour acheter des aliments non transformés, des aliments de base, et les acheter à côté de chez nous pour pas sortir trop longtemps et pas multiplier les sorties. Et du coup, à réapprendre à cuisiner, parce que bien sûr, ça pourra faire l'objet peut-être un jour d'une autre émission, mais la façon dont on cuisine, la façon dont on va cuire les aliments ne va pas donner les mêmes résultats, bien évidemment. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on fera très régulièrement ici, et avec d'autres collaborations d'ailleurs qu'on nous a proposées, on fera des points très importants concernant la nutrition, parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu, on peut le dire, c'est un vrai enjeu de société, tout ce qui concerne l'alimentation. Oui, et c'est vrai que pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que les gens sont plutôt mal informés, n'ont pas assez d'informations sur l'importance des aliments et sur la différence entre les aliments et sur les bonnes habitudes à prendre pour se nourrir. Je pense que ce sont des choses simples et je pense que le discours que j'ai tenu ce soir était justement pratico-pratique avec des notions des mots difficiles et je pense que c'est des choses qu'on pourrait apprendre dans les écoles et pourquoi dans les écoles? Parce que les enfants d'aujourd'hui vont devenir les parents de demain et C'est si on clair. commence à donner les bonnes bases, ils vont déjà peut-être faire changer leurs parents qui n'ont pas les bonnes notions, ça va faire réfléchir et eux ils auront les bonnes notions pour leurs enfants plus tard. Absolument. Écoutez, merci beaucoup d'avoir fait ce point qui, en tout cas, intéresse. Il n'y a qu'à voir les réactions ou les questions que ça peut susciter. Merci d'avoir fait de façon très, très simple et très claire. Et puis peut-être qu'on aura le plaisir de vous ressolliciter d'ailleurs pour avoir d'autres types d'interventions et peut-être encore une fois donner des formes de conseils extrêmement simples qui sont applicables dans le quotidien, mais tout comme d'ailleurs les différents conseils que vous avez pu donner au travers des explications sont déjà une source d'inspiration pour beaucoup d'assiettes et donc d'achats programmés par les uns ou par les autres. Merci beaucoup, docteur. C'est un très participer à cette première et puis je suis ouvert pour d'autres fois si vous le souhaitez, donc sans problème. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous, notre invité.